Bien. Je constate que le quorum est atteint. J'ouvre cette séance de ce Conseil de communauté. J'ai quelques pouvoirs de Marie-Claude Gallard qui donne le pouvoir à Martial Bourquin, Isabelle Corrode qui donne le pouvoir à Philippe Claudel, Louis Cunin qui donne le pouvoir à Daniel Grandjean, Michel Pierre-Navéja sera suppléé par M. Jean-Pierre Nardin, Nathalie Lenungelschmidt sera suppléée par Thierry Galbe, M. Moreau donne pouvoir à Marc Tirole, et Mme Lefebvre donne pouvoir à Christian Hirsch, et M. Maillard donne pouvoir à Marie-Noëlle Biguinet. Donc, je déclare cette séance ouverte et je vais demander à Léopoldine Roudet, la plus jeune, si elle veut bien, si elle accepte le rôle de secrétaire de séance. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus communautaires, le Conseil de ce soir est un moment important pour notre agglomération concernant le choix du mode de gestion pour les services de l'eau et de l'assainissement. Et nous allons prendre des décisions essentielles pour l'intérêt et dans l'intérêt de nos habitants. Ces derniers jours ont été très animés avec des envois multiples de courriers à mon intention. Vous avez eu copie, courriers visant à semer le doute auprès des élus, mais aussi engendrant un climat de tension, et on l'a vu en arrivant, au sein de notre Assemblée, ce qui n'est pas le cas, alors que c'est dans un esprit serein que nous devrions tenir cette séance. En effet, et je me dois de vous le rappeler, certains ont l'air d'avoir oublié, et osent encore le dire, que cette décision va être prise dans la précipitation, sans concertation, dans l'illégalité, ou encore de manière partisane. Alors que nous travaillons depuis près de 2 ans sur ce dossier de l'eau et de l'assainissement. Cette décision, elle ne sort pas subitement du chapeau à la veille de ce Conseil. Nous avions fait le choix de ne pas harmoniser cette compétence sur l'ensemble du nouveau territoire en 2018, comme la loi nous y autorisait, mais de le faire en 2020, comme la loi nous y oblige, afin de mettre à profit ces 2 années pour analyser la meilleure situation pour l'usager. Les élus, les services, les cabinets d'études ont travaillé depuis 2 ans pour préparer cette décision finale. Par 2 fois, chers collègues, par 2 fois, vous avez voté. La première, avec moins une voix, sinon l'unanimité. La deuxième, à l'unanimité. Par 2 fois, vous avez voté le principe et le calendrier de travail qui nous conduit au 1er janvier 2020. Vous aviez même salué l'exemplarité de la méthode qui prévoit de lancer en même temps une procédure de délégation de service public et une étude pour la gestion en régie. Ne pas décider aujourd'hui, c'est donc aller contre les décisions que vous avez prises. C'est faire fi des coûts d'études, 1 demi-million d'euros d'argent public. C'est de ne pas tenir compte des conclusions de l'analyse comparative qui vous sera encore présentée ce soir. La méthode qui a accompagné cette procédure inédite de consultation en délégation de service public et l'étude d'une régie a été exemplaire au niveau de la transparence. Ce n'est pas la première fois. Les grandes métropoles,
comme Lille, comme Toulouse, ont fait de même. Durant toute la démarche, j'ai tenu à informer et à associer tous les élus qui le souhaitaient. Que nous tous, nous puissions avoir le même niveau d'information. Et surtout, que nous puissions avoir toutes les réponses à nos questions, toutes les réponses à vos questions, afin de prendre une décision éclairée ce soir. Je ne peux pas entendre que cette démarche n'est pas sincère, que l'on vous a caché des choses. Jamais, jamais un dossier n'aura fait l'objet de tant de transparence, avec notamment la mise en place de nombreuses instances. Tout d'abord, un comité de pilotage stratégique a été créé et ouvert, à ma demande, ouvert à tous les élus qui le souhaitaient. Celui-ci s'est réuni à 5 reprises. Le 25 juillet 2018, le 29 août 2018, le 31 janvier 2019, le 27 juin 2019, et encore sous une forme élargie à tous les élus, le 17 octobre 2019. Et puis, j'ai créé aussi une instance de suivi et de négociation autour du vice-président en charge du dossier, Daniel Grandjean. Cette instance de suivi et de négociation était composée de Daniel Grandjean, des représentants des petites communes, sans être péjoratif sur le mot petit, et des plus grandes, Daniel Buchwalder, Christian Métaux, Pierre-Aimé Girardot et Georges Conjean. Et je tiens à souligner ici leur assiduité et l'excellent travail qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ils ont participé ainsi à une dizaine de réunions de négociation, principalement ces 4 derniers mois, tant au sujet du montage de la régie que des discussions, des négociations sur la DSP. Je rappellerai également que j'ai tenu à organiser un séminaire de travail le 16 novembre dernier à destination de tous les élus communautaires afin qu'ils puissent s'approprier l'ensemble des éléments nécessaires à la décision. Cette réunion, reconnue par tous les participants comme très instructive, a duré près de 10 heures, au cours de laquelle chacun a pu s'exprimer autant de fois qu'il l'a voulu. La société civile a également été impliquée par le biais du CODEV, que j'ai saisi personnellement, afin qu'il apporte une contribution citoyenne au débat. Les 20 préconisations du CODEV ont été étudiées et ont donné lieu à des réponses présentées lors de ce séminaire du 16 novembre. Enfin, avec Daniel Grandjean, nous avons passé notre été. Nous avons rencontré cet été toutes les communes. Nous nous y étions engagés. Un véritable travail de terrain a été réalisé à l'occasion de 21 réunions. Je n'ai eu cesse de le répéter durant toute la démarche, et je le réaffirme ce soir. Mon objectif autour de ce dossier a toujours été le même. Prendre la meilleure décision dans l'intérêt des habitants, et seulement dans leur intérêt, en garantissant le meilleur coût et la meilleure qualité du service. Ça a été mon leitmotiv, et on le tient depuis 2 ans, et je suis certain que nous sommes tous dans cet esprit. Comme je vous l'ai indiqué dans le courrier que je vous ai adressé mardi, je regrette que certains s'agitent autant, et si près de l'échéance, uniquement pour faire reporter le vote de ce soir. Le débat autour de ce sujet est légitime, et si c'est pour défendre les intérêts des usagers. Il l'est beaucoup moins quand il n'est là que pour servir les intérêts de certains élus qui sont déjà en campagne. Compte tenu de l'importance de ce dossier, je vous propose, comme je l'ai fait d'autres dossiers, et si personne n'envoie l'objection, de modifier l'ordre du jour et de commencer par la question 3.1, intitulée « Eau potable et assainissement, choix du mode de gestion ».
Ainsi, le débat sera ouvert plus largement et pourra durer tout le temps que vous voudrez. Il nous amènera à prendre ce soir, en toute clairvoyance, une décision. Gouverner, c'est prévoir. Je reprendrai cette maxime. Elle n'est pas de moi, vous le savez. Il était de mon devoir de travailler en amont de la prise de compétence au 1er janvier 2020 sur l'organisation du mode de gestion pour offrir aux usagers un service de qualité au meilleur prix. Ne sommes-nous pas des élus responsables? C'est la question que je vous pose, mes chers collègues. Nos habitants nous ont élus pour que nous prenions les meilleures décisions dans leurs intérêts. Aussi, je souhaite que chaque maire ici présent, que chaque élu de cette Assemblée prenne ses responsabilités ce soir sur ce sujet essentiel pour la population et assume pleinement son vote. C'est la raison pour laquelle je propose pour ce sujet majeur et pour la première fois de ce mandat un scrutin public, comme cela est prévu dans l'article 26 du règlement intérieur. Ce scrutin public permettra de préciser sur le registre des délibérations le nom des votants et l'indication du sens de son vote. Pour chaque décompte de vote, je procéderai à l'appel de vos noms et voudrais bien faire connaître le sens de votre vote pour la délégation de service public, contre la délégation de service public ou l'abstention. Je n'ai rien à cacher. Vous non plus. Je dirais même qu'en tant qu'élus, nous devons prendre nos responsabilités ce soir. Nous sommes redevables de nos décisions auprès de nos populations. Nous avons le devoir de rendre compte à nos administrés de notre vote. Assumons jusqu'au bout notre choix. Et qui demande avec moi ce vote à scrutin public? Vous voulez bien compter. Allez, on laisse les mains levées. Alors, les pouvoirs ne comptent pas. Alors, les présents. Quel est présent? Denis, je ne sais pas. Denis, je ne sais pas. Denis Sommer. Levez bien la main. Est-ce qu'on peut pas Bon, je pense que nous avons largement les voix pour que l'on procède à un scrutin public et je vous en remercie. Je passe donc à la question 3.1 du rapport sur l'eau et l'assainissement. Vous l'avez? Je vais le présenter sur la première partie. Je le ferai comme on l'a fait en commission 3. Je vais présenter la première partie. Je ne vais évidemment pas tout lire, mais les principales lignes. Et ensuite, je passerai la parole à notre assistant maîtrise d'ouvrage qui nous présentera la comparaison, l'analyse des deux modes de gestion. Et ensuite, Président, avant d'aborder le dossier, sur ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire quelques mots? Ça s'appelle un rappel au règlement. Pas, hein? Non, moi ce que je voudrais dire,
en quelques mots, Président. D'abord, première des choses, j'étais choqué que les gens ne puissent pas rentrer tout à l'heure. Moi, j'ai dit à Monsieur le sous-préfet que les personnes qui étaient dehors devaient rentrer. Vous savez qu'on ne peut pas délibérer à huis clos, sauf si c'est dans la convocation. Monsieur le sous-préfet, on a été s'exprimer devant... Sauf si c'est perturbé. Sauf si c'est perturbé. Mais vous avez vu que vous avez des gens très bien. Comment... Je suis très content qu'on arrive à ce résultat et que ces personnes aient pu rentrer. Vous savez ce qu'on va décider aujourd'hui, hein ? On va décider de donner en DSP 72 communes à une grande multinationale, internationale. Ça vaut quand même le coup de discuter publiquement, mais avec tout le monde dans la salle. C'est quand même pas rien, hein, ce qui se décide. Martial ? Attendez. Là, tu déroges au règlement intérieur. Non. Je viens sur ce que tu as dit. Moi, si je suis intervenu, c'est parce que je viens de recevoir, excusez-moi, par ordinateur, le compte-rendu de la CMP. On va en parler. On en parlera. Entre le Sénat et l'Assemblée. Quand on vous disait, première des choses, qu'il n'y avait pas précipitation, il n'y a aucune précipitation. Je regrette, Martial, tu es déjà dans le débat. Non. Je propose... Ah ben, il ne fallait pas le dire au début, Président. De quoi ? Tu dis qu'il y a eu précipitation. J'ai dit qu'après... J'ai dit que, comme il y avait... On arrivera dans le débat. Oui, mais comme je disais, Charles, tu dis qu'il y a eu précipitation. Je dis, pourquoi on n'attend pas ça ? Et comme prévu, il y a des modifications importantes avec la CMP. Eh bien, et donc, ça valait le coup, Charles, ça valait le coup d'attendre un peu et d'avoir ce débat très calme. Après, bien, chacun prend sa décision. Chacun prend sa décision et on respectera la majorité. Mais qu'est-ce qui t'a pris de tout précipiter comme ça ? Pourquoi ? Est-ce que c'est le cadeau ? Est-ce que c'est le cadeau de Noël à Veolia ? Je sais pas, moi. C'est une question que je me pose, moi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, je prends la question 3.1. On n'est pas au Sénat, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Merci, monsieur le sénateur. Je prends la question 3.1. La question 3.1. Comme je l'ai dit, je présente la première partie. Je laisserai monsieur Harry et monsieur Saleh de notre assistance maîtrise d'ouvrage pour présenter la comparaison des deux systèmes. Et puis, le débat sera ouvert et vous interviendrez autant de fois que vous le voudrez et aussi longtemps que vous le voudrez. Oh, il y en a qui disent peut-être 5 heures du matin. Mais je serai là. Bien. C'est vrai. Non, mais c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Bien. Alors, en application de la loi du 7 août 2015, Pays de Montbéliard Agglomération exercera, à compter du 1er janvier 2020, à titre obligatoire et exclusif, les compétences eau potable et assainissement sur le territoire de ses 72 communes membres et deviendra, à ce titre, l'unique autorité organisatrice des services. Pays de Montbéliard Agglomération demeurera la seule autorité légitime garante d'un service public de qualité au meilleur prix. À ce titre, relèvera notamment de la compétence exclusive de l'agglomération. Vous le lisez, c'est à la page 46. La définition de la politique tarifaire et son évolution. La détermination des conditions d'exécution du service. Ainsi, et quel que soit le mode de gestion retenu, la définition de la politique stratégique en matière d'eau et d'assainissement sera de la responsabilité de Pays de Montbéliard Agglomération. Seules les fonctions d'exploitation peuvent ne pas être nécessairement exercées par l'autorité organisatrice. Elle a en effet la faculté soit de les gérer directement en régie ou de les déléguer en délégation de service public. On va passer à la page 49, puisque vous avez tout lu. Le déroulé de la procédure. Dans le cadre de cette prise de compétence, la collectivité a, et je l'ai dit tout à l'heure, par délibération du 23 mars 2018, approuvé le principe du lancement des démarches nécessaires au mode d'organisation et de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Un peu plus bas, suite à l'adoption de cette délibération, les assistants à maîtrise d'ouvrage retenus par la collectivité, à savoir les cabinets Artelia, niveau technique, représenté par M. Harry, et EY Financier, représenté par M. Salé, ont réalisé une première étude. Sur la base de cette étude, et au regard des travaux engagés au sein du comité technique et du comité de pilotage stratégique que je vous ai cité tout à l'heure, le Conseil de communauté a décidé, par délibération du 27 septembre 2018, d'écarter les hypothèses de la gestion de quasi-régie et de la gestion externalisée dans le cadre d'une CEMOP. Nous l'avons voté. Et de lancer, d'une part, une procédure de consultation pour une gestion des services d'eau potable et d'assainissement en délégation de services publics, et d'autre part, une étude pour leur gestion en régie sur la base d'un cahier des charges identique. En bas de la page, les négociations se sont déroulées de juillet à novembre 2019 et ont abouti le 8 novembre à la remise de l'offre définitive du candidat. Au-dessus de la page 50, cette même période de juillet à novembre 2019 a été mise à profit par l'instance de négociation et de suivi pour la faire évoluer. La procédure a été menée dans la concertation et dans la transparence la plus complète. Dès le début des travaux, le CODEV a été saisi par le président de l'agglomération que je suis. 20 préconisations émanant de 7 réunions de travail figurent dans le rapport du CODEV. Ces préconisations ont donné lieu à des réponses présentées lors du séminaire de travail du 16 novembre dernier. Par ailleurs, plusieurs instances de concertation ont été mises en place. Un comité de pilotage stratégique élargi aux élus en ayant fait la demande, qui s'est réuni à 5 reprises. Ce comité de pilotage a été élargi à l'ensemble des élus communautaires le 27 juin 2019 afin de faire un point précis sur l'avancée du dossier. Le président, moi-même, a mis en place, autour de Daniel Grandjean, une instance de négociation et de suivi composée du conseiller délégué au budget et aux finances, d'un membre de chaque composante de notre assemblée communautaire. C'est à ce titre que Daniel Grandjean est accompagné de Daniel Buchwalder, de Christian Métaux, Pierre-Aimé Girardot et Georges Conjean. Cette instance a eu pour rôle non seulement d'assister le vice-président en charge de la conduite des négociations afférentes à la procédure de DSP, mais également de participer activement à la construction de l'étude en régie. Dans le respect toutefois des règles juridiques, j'ai tenu à organiser, et je vous l'avais promis, le samedi 16 novembre 2019, de 8h à 18h, un séminaire de travail ouvert à l'ensemble des élus communautaires. Ce séminaire a permis à chaque élu communautaire de s'approprier l'ensemble des éléments nécessaires à la décision. Un travail de terrain, je vous l'ai dit tout à l'heure, de juillet à octobre 2019. Le président, accompagné du vice-président et de nos services, nous avons rencontré l'ensemble des autorités organisatrices, c'est-à-dire les communes et les syndicats, au cours de 21 réunions. Les instances habituelles de l'agglomération ont régulièrement été informées de l'avancée de la démarche, qu'il s'agisse de l'exécutif, réunion des vice-présidents, qu'il s'agisse du bureau, qu'il s'agisse de la commission dédiée au assainissement environnement. Et bien sûr, sur un sujet aussi sensible, j'ai pu bénéficier tout au long de la démarche de l'assistance de maîtres Zimmer ici présents, compétences reconnues en la matière. L'analyse comparative, page 51, entre les modes de gestion sur les aspects financiers, techniques et organisationnels a été réalisée par notre assistant à maîtrise d'ouvrage, à qui je cède maintenant la parole. Monsieur Harry, Monsieur Salé, vous voudrez bien nous présenter en une demi-heure les résultats de cette analyse comparative et ensuite, si des questions auxquelles nous allons répondre, nous les élus, si j'ai besoin de votre aide, je ne vais pas hésiter à vous interpeller. Monsieur Harry, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de tenir effectivement la demi-heure dans la présentation. Donc, simplement vous rappeler rapidement la mission que PMA nous a confiée, donc au groupement EY Artelia. Monsieur le Président, on pourrait savoir ce que c'est qu'Artelia, d'où il vient et qu'est-ce qu'ils sont? C'est possible d'avoir des explications? Pas de problème, Monsieur Harry. Présentez-vous, monsieur, et d'où vous venez et tout ça, votre histoire, ce serait bien. D'accord, très bien. Très bien, ben je le fais.
Donc je suis moi-même ancien salarié de Sogrea, donc qui est un cabinet d'ingénierie qui a une centaine d'années. Non mais je voulais que je me présente, donc Jean-François Harry. Donc Artelia est la fusion de Coteba et de Sogrea, moi venant de Sogrea. Et donc Coteba, donc j'ai vu effectivement les articles dans les journaux, a été bureau d'études, donc ingénierie de la partie bâtiment de la Générale des Eaux, et est indépendant depuis 2003. Et donc Coteba et Sogrea ont fusionné en 2010 pour créer Artelia. Et donc Artelia est un cabinet d'ingénierie qui appartient à ses salariés, et seuls les salariés peuvent être actionnaires d'Artelia. C'est un pacte d'actionnaires qui est signé par les salariés dès qu'ils sont actionnaires de l'entreprise. Bien. L'essentiel des marchés. Merci. Bon, on va respecter quand même les prises de parole. Bien. Question a été posée, M. Harry a répondu. Ma demi-heure démarre maintenant. Votre demi-heure démarre maintenant. Merci, Monsieur le Président. Donc sur le contenu de la mission, donc il y avait quatre grandes parties dans la mission. Une assistance au transfert de compétences, donc qui aura lieu au 1er janvier 2020. Une assistance à la mise en concurrence des différents opérateurs économiques dans le cadre de la procédure de DSP. Une assistance au dimensionnement et à la mise en place de la régie communautaire, donc les deux procédures menées en parallèle. Et une assistance à la transition entre les modes de gestion actuels et le futur mode de gestion. Voilà les quatre grandes parties de notre mission, sachant que nous avons effectivement, comme le rappelait Monsieur le Président, réalisé l'analyse comparative des deux modes de gestion. Un rapport a été remis et présenté notamment au séminaire du 16 novembre, a été transmis à l'ensemble des conseillers communautaires avant ce conseil. Et donc l'objet effectivement aujourd'hui, c'est d'en présenter une synthèse en une demi-heure. Donc il y a trois critères comparatifs qui ont été retenus, les propositions financières et notamment les tarifs, les propositions techniques et l'organisation mise en place pour gérer le service. Sur l'aspect financier, d'une manière générale, il y avait trois grands principes qui avaient été fixés. Le premier, de ne pas augmenter les tarifs en 2020. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 43 tarifs différents sur l'ensemble du périmètre de PMA 72. De mettre en place une convergence tarifaire pour conduire à un tarif unique en 2026, donc une convergence entre 2021 et 2026, et sur la base, tout ça, d'un cahier des charges commun, que ce soit DSP ou régie, donc même cahier des charges, et cahier des charges visant à améliorer la qualité de service et à uniformiser à terme cette qualité de service de façon à ce que l'usager, où qu'il soit, ait la même qualité de service et le même tarif. Alors, un petit focus sur le prix de l'eau pour voir effectivement de quoi on parle. Donc, il y a un camembert en trois parties qui synthétise ce qu'est le prix de l'eau, ce que paie l'usager au final. Et donc, il y a trois parties dans ce prix de l'eau. Il y a une partie bleue qui correspond à la part exploitation. Donc, la part exploitation, c'est l'ensemble des recettes qui vont venir payer les charges d'exploitation du service, à savoir payer le personnel, l'électricité, la gestion des boues, etc. La partie rouge, la part hors exploitation, que vous appelez ici RIC, redevance d'investissement communautaire, permet de financer les investissements neufs et de rembourser la dette quand vous avez eu recours à l'emprunt pour financer ces investissements. Et enfin, la partie verte correspond aux redevances prélevées par l'agence de l'eau sur vos factures. Donc il y a trois redevances prélevées par l'agence de l'eau sur l'eau et l'assainissement, plus la TVA, enfin disons les TVA, puisqu'il y a deux taux de TVA différents sur l'eau et l'assainissement qui correspondent à la partie verte. Globalement, on a une répartition ici qui est celle d'une moyenne de PMA avec 20% sur les redevances et TVA, à peu près 48% sur la part exploitation et 32% sur la part investissement. Et donc, le comparatif régie DSP, c'est sur la partie bleue, sur la part exploitation. La partie verte, vous n'en êtes pas maître. Et la partie rouge, c'est vous qui décidez sur la partie RIC ou surtaxe, donc la part communautaire, c'est vous qui déciderez de son montant. Sur le résultat, sur la partie par exploitation, on a deux périodes. Une première période 2020-2023 où il y a 30 à 40 communes qui sont concernées, qui représentent à peu près 20% des abonnés.
Et une deuxième période à partir de 2023, où là on a 100% des abonnés, puisqu'arrive à ce moment-là le périmètre de PMA 29 qui représente 80% des abonnés. Et donc c'est ce qu'on vous présente après, c'est les tarifs 2020, puis après les tarifs sur la deuxième période, donc les tarifs une fois que les tarifs ont convergé en 2026. Donc à chaque fois vous aurez 2020 et 2026. Donc sur 2020, on a un tarif moyen de la DSP proposé par Veolia d'1,73 € hors taxe du mètre cube, toujours sur la part exploitation. 1,73 € hors taxe du mètre cube, ce qui est une moyenne, puisque je vous le disais juste avant, il y a à peu près une trentaine au départ, 33 tarifs différents. Donc c'est une moyenne de ces tarifs. Veolia respecte la non-augmentation des tarifs. On a même une baisse des tarifs pour 27 des 33 communes concernées, lorsque le tarif de la commune est supérieur au tarif de la convergence. Sur le tarif moyen régie, on est à 3,91 € hors taxe du mètre cube. Donc la régie ne peut pas respecter la non-augmentation des tarifs pour une raison comptable, qui est que la régie doit équilibrer ses dépenses et ses recettes chaque année. Ce que ne fait pas dans son offre le délégataire, puisque le délégataire a une offre avec un déficit les 3 à 4 premières années, déficit qu'il amortit sur les dernières années du contrat. Donc il y a une différence comptable qui fait que la régie, devant équilibrer charges et recettes, doit pratiquer un tarif à 3,91 € hors taxe du mètre cube sur la part exploitation. Vous avez là, donc je ne vais pas le lire bien évidemment, mais le tableau qui vous a été remis dans les dossiers avec commune par commune, le tarif DSP, le tarif régie et l'écart entre les deux en 2020 sur la part exploitation. Ensuite, vous avez, comme on a vu, l'ensemble du camembert. Donc là, on vient de voir la partie bleue. On rajoute la partie rouge et la partie verte, ce qui nous donne le tarif global que paiera l'usager. C'est ça qu'il va payer au final les usagers, c'est le tarif TTC. Et donc on a un tarif moyen DSP qui est de 3,79 € par mètre cube en 2020 toujours. La régie étant à 6,14 €, on retrouve l'écart qu'on a vu sur la part exploitation tout à l'heure, qui s'impacte sur la facture finale de l'usager. Vous avez dans les rapports ces tarifs TTC commune par commune qui sont donnés, régie DSP, et qui peuvent être comparés au tarif 2019, donc au tarif actuel, ce qui permet de voir qu'effectivement la DSP respecte la non-augmentation des tarifs et même une baisse sur certaines communes, donc 27 communes, ce que ne peut pas faire la régie sur cette période. Ensuite, quand on passe à 2026, donc là 2026, tarif convergence, on a un tarif unique dans l'ensemble des communes. Tarif qui est composé de 4 parties. Une partie fixe qui est l'abonnement en eau potable et une partie fixe qui est l'abonnement en assainissement. Et puis des parts proportionnelles au volume consommé en euros hors taxe du mètre cube. Donc le tarif DSP de 2026 vous est donné. Et donc si on fait le tarif moyen d'une facture 120 mètres cubes, la DSP est un tarif moyen à 2,45 € hors taxe du mètre cube en 2026 et la régie à 2,63 € hors taxe par mètre cube. Donc on voit qu'il y a un écart de 18 centimes d'euros hors taxe entre la DSP et la régie en 2026 et les années suivantes, puisqu'on a un tarif après qui sera le même aux indexations près, qui restera avec le même écart. Et donc de la même manière, si on rajoute la part investissement, les taxes et les redevances, on a là le prix global TTC payé par l'usager en 2026, que l'on a comparé au tarif de PMA 29, qui représente 80% des abonnés de cette période-là. On est en valeur 2019 dans les 3 cas. Et donc le tarif PMA 29 est aujourd'hui à 3,67 € TTC du mètre cube. Le tarif DSP proposé en 2026, offre définitive, est à 3,64 €, ce qui présente une légère baisse par rapport au tarif actuel. Et le tarif régie est à 3,84 €, soit 20 centimes TTC de plus que la DSP. Les 18 centimes hors taxe se traduisant en 20 centimes TTC. Voilà sur le tarif convergence 2026. Donc là, vous avez une synthèse de l'ensemble, donc qui est un peu complexe, mais du coup, vous avez l'ensemble des chiffres, avec en haut
les tarifs 2020, en bas les tarifs 2026, et à gauche la seule part exploitation, la partie bleue du camembert, et à droite le tarif TTC par l'usager. Donc vous retrouvez les mêmes chiffres, avec en 2020 l'écart important entre les deux modes de gestion, et en 2026, l'écart, si on regarde ici, en bas à droite, entre 3,84 € et 3,64 €, les 20 centimes d'écart entre les deux modes de gestion en 2026. Ce qui est à rajouter sur la tarification, c'est que certaines communes ont mis en place des tarifs agricoles qui permettent aux agriculteurs d'avoir des tarifs plus bas du mètre cube compte tenu des volumes importants qu'ils consomment. C'est ce qui a été proposé et mis en place dans le cadre de l'offre DSP, avec un tarif agricole qui fait que jusqu'à 300 mètres cubes par an, l'abonné agricole paie le même tarif du mètre cube que l'abonné domestique. Mais au-delà de 300 mètres cubes, son prix du mètre cube, donc tous les mètres cubes au-delà de 300, est de 70% du prix du tarif domestique. Dans la régie, dans l'étude régie, on n'a pas étudié la mise en place de ce tarif. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place de ce tarif, quand il baisse le tarif sur la part agricole, nécessite qu'il y ait une légère augmentation pour les autres usagers, pour compenser l'ensemble des charges. Et donc on aurait une légère hausse du tarif régie si on mettait en place un tarif agricole. Le dernier point qui a été étudié, notamment travaillé en relation avec le CODEV à une période, c'est la mise en place d'un tarif qu'on a appelé éco-solidaire, l'idée étant de pouvoir faire payer moins cher les premiers mètres cubes, donc dans un sens de solidarité, donc les 30 premiers mètres cubes à un tarif moins cher, et puis une troisième tranche, donc une deuxième tranche moyenne de consommation entre 30 et 180 mètres cubes par an, et une troisième tranche au-delà de 180 mètres cubes qui serait, elle, plus élevée. Le but étant d'inciter les gens qui consomment plus à consommer moins, puisque ces mètres cubes au-delà sont facturés plus cher. Cette tarification éco-solidaire peut être mise en place à tout moment, au niveau, que ce soit en régie et délégation. Ça, c'est un choix qui est un choix de la collectivité. Sur les propositions financières entre régie et DSP, il y a un impact ou pas sur le budget de PMA. Dans le cadre de la DSP, l'endettement nécessaire pour gérer le service, et notamment au démarrage, est assumé totalement par le délégataire, par le concessionnaire, donc il n'y a pas d'impact sur le budget de PMA. L'endettement nécessaire est d'environ 12 millions d'euros. Il correspond à quoi? Il correspond au déficit des premières années, puisque la DSP est déficitaire les 3 premières années. Il correspond à l'apport en capital de la société, et puis l'ensemble du fonds de roulement, c'est-à-dire que entre le moment où le mode de gestion démarre et où on encaisse les premières recettes, que ce soit régie ou DSP, il se passe plusieurs mois, mais pendant ce temps-là, il faut payer les salariés, payer l'électricité, etc. C'est ça qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et donc, il y a une nécessité de 12 millions, sachant qu'il y a un autre endettement qu'a proposé le délégataire en faisant des travaux initiaux, des primo-investissements. Dans le cadre de la régie, on a également un endettement qui est à hauteur de 5,5 millions, puisque la régie n'est pas déficitaire au départ, donc elle n'a pas préfinancé un déficit. Donc 5,5 millions qui sera à emprunter par le budget de la régie, plus une contribution du budget général de PMA à hauteur de 800 000 euros, qui correspond à la dotation initiale qui est versée par PMA à la régie et qui lui permet de la même manière de faire face à ses premières dépenses. Donc là, on a un écart effectivement sur l'endettement, parce que dans un cas, la collectivité s'endette, dans l'autre cas, c'est le délégataire. Sur les fonds de renouvellement, donc il y a 2 fonds de renouvellement. Le fonds fonctionnel, qui permet de renouveler les équipements électriques et électromécaniques, et le fonds patrimonial, qui permet de renouveler les canalisations. Sur le fonds fonctionnel, on a un écart entre les 2 modes de gestion, puisque la régie estime à 25 millions d'euros sur la durée du contrat les renouvellements à réaliser de l'ensemble des équipements, là où Veolia est à 16,2 millions d'euros, ce qui traduit, mais il y a d'autres éléments d'explication, notamment une prise de risque du candidat, puisque, quoi qu'il se passe, quels que soient les renouvellements à réaliser, le candidat le concessionnaire devra réaliser ces renouvellements dans le même tarif. C'est à ses risques et périls. Le fonds patrimonial, qui a pour objet principal de renouveler les canalisations ou une partie des canalisations,
Par hypothèse, on avait défini le même montant dans les deux modes de gestion, 2,6 millions par an en année pleine, ce qui correspond globalement à 0,25% de renouvellement des canalisations par an. Donc on renouvellerait à ce rythme 0,25, ce qui fait qu'il faudrait 400 ans pour renouveler l'ensemble des canalisations. Donc ce fonds patrimonial n'est pas suffisant et la collectivité, de son côté, via sa RIC, sa partie investissement, participera au renouvellement des canalisations. Sur la gouvernance et les transparences de gestion, donc dans le cadre de la régie est sous le contrôle globalement des élus de l'agglomération qui ont un accès direct à l'ensemble de l'information. Dans le cadre de la DSP, pour se préserver de ça et améliorer la transparence, on avait imposé dans le cahier des charges la mise en place d'une société dédiée, société sur laquelle Veolia a proposé que dans les 10 administrateurs qui ont droit de vote dans la société, 4 soient nommés par le président de PMA, 6 étant des administrateurs de la maison mère de Veolia. Le conseil d'administration, c'est l'instance qui va piloter et prendre des décisions de la société dédiée. Et donc, PMA, via ses 4 administrateurs, prendra part aux décisions de gestion de la société dédiée. En plus des administrateurs, il est proposé un poste d'observateur qui est réservé là à un élu de l'agglomération. Et donc, ce qu'il faut retenir de la société dédiée, c'est que les comptes de la société dédiée seront les comptes de la délégation. Il y a en plus de proposer, au-delà du cahier des charges, différents comités qui permettent d'associer et d'apporter de l'information aux maires, aux différents élus de l'agglomération et aux différents services. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des comités que vous avez pu voir dans les documents, avec jusqu'à des bulletins mensuels qui seront spécifiques de chacune des communes, qui permettront à chaque maire d'avoir l'information de ce qui se passe sur sa commune, de comment évolue le service, des difficultés qu'on a pu y rencontrer, etc. Voilà sur la gouvernance et la transparence de gestion. Ensuite, sur la maîtrise des risques inhérents à l'exploitation, c'est l'apport qu'on attend d'un délégataire, de gérer l'ensemble des risques, et pour le coup, ces risques et périls. La régie aura à le mettre en place. Elle aura à le mettre en place au travers des embauches, au travers de la formation du personnel, au travers de différents réseaux d'expertise qu'elle peut mettre en place avec d'autres régies, ou en faisant appel à des moyens externes. Donc, la régie aura à mettre en place cette maîtrise des risques. Sur la capacité à mettre en place une gestion patrimoniale performante, on l'a dit tout à l'heure, le montant des investissements de renouvellement patrimonial est le même, 2,6 millions par an à la charge de l'exploitant, qu'il soit régie ou délégation. L'un des éléments importants différenciant entre les deux modes de gestion est que le candidat concessionnaire propose des rendements de réseau supérieurs à ce qui était demandé dans le cahier des charges. Vous pouvez le lire ici. Sur les contraintes liées à la mise en service ou la remise en état de certains ouvrages, donc ça, c'est un élément important puisque dans les diagnostics qui ont été faits sur l'ensemble des communes dans les études de 2016-2017, il a été mis en avant une nécessité de mettre en place des travaux de mise à niveau, de mise aux normes de manière rapide, avec des coûts relativement importants. Et donc, ce qui est à retenir ici, c'est que ces éléments nouveaux seront à gérer et que l'ensemble du personnel, que ce soit régie ou délégation, devront s'adapter à ces nouveaux ouvrages. Donc, ça fait partie de l'offre du candidat qui prévoit d'ailleurs des primo-investissements qui permettront déjà une mise à niveau de certains ouvrages, et notamment dans les communes où aujourd'hui il y a une eau non conforme qui est distribuée. Sur la capacité de recherche et d'innovation, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que la régie devra mettre en place cette capacité ou aller la chercher à l'extérieur, là où la DSP, le candidat, va l'amener, et notamment via sa maison mère. La maîtrise des coûts d'exploitation. Pourquoi la maîtrise des coûts d'exploitation? Parce que ce qu'on vous présente ici, que ce soit pour la DSP ou pour la régie, c'est ce qu'on estime aujourd'hui des charges et des recettes nécessaires pour gérer le service. Et entre ce qu'on estime et ce qu'on va constater, il peut y avoir un écart, notamment lié aux achats. C'est-à-dire que quand on va acheter, quand on va embaucher aussi les différents salariés, on aura peut-être des coûts légèrement différents. Et donc, la régie passera via le code de la commande publique pour faire ses achats, ou via l'UGAP,
ce qui lui permettrait d'acheter en plus grande quantité et de bénéficier de prix un peu plus bas pour certaines fournitures en tout cas. Là où la DSP, elle le fait de manière mutualisée au plan national, ce qui permet en général à un concessionnaire d'acheter des équipements un peu moins chers que ne peut le faire une régie, du fait de l'effet d'échelle. Sur les performances de l'exploitation, donc on l'a rappelé tout à l'heure, les deux modes de gestion ont le même cahier des charges, donc les mêmes performances. Alors, effectivement, Veolia, dans le cadre de son offre, propose des performances meilleures, notamment sur le rendement de réseau, mais globalement, les performances minimum seront atteintes par les deux modes de gestion. En face, une performance, quand on met en place des contrôles pour vérifier que les performances attendues sont atteintes ou pas, et si elles ne sont pas atteintes, on met en place des pénalités. Donc il y a pas mal de pénalités qui sont prévues dans le cahier des charges, pénalités qui seront appliquées à la DSP si c'est la DSP que vous retiendrez. La régie ne va pas s'auto-pénaliser, a priori, mais voilà, elle est soumise de la même manière aux mêmes performances et vous pourrez contrôler ces performances. Sur les moyens mis en place, donc il y a un focus particulier sur les moyens pour vous donner l'ampleur de ce qu'est une telle régie ou une telle DSP, puisqu'on parle de plus de 100 personnes pour exploiter le service. 100 personnes en année pleine à partir de 2023. Et donc en 2020, lorsqu'on a 20% du périmètre à exploiter, on a 28 équivalents temps plein nécessaires en régie et 26 en DSP. Et en 2023, quand on a 100% du périmètre à exploiter, on est à 133 équivalents temps plein en régie et 114,4 équivalents temps plein en DSP. Alors l'écart, il s'explique par 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est l'hypothèse retenue sur le taux d'absentéisme. Sur PMA, la moyenne de taux d'absentéisme sur les régies, en tout cas, est entre 12 et plutôt 15% aujourd'hui. Et donc, on est parti dans l'hypothèse de la fourchette basse du taux d'absentéisme pour la régie à 12%. Sur la DSP, il y a un taux d'absentéisme prévu de 4%. Et donc l'écart entre les deux, 8%, explique déjà plus de 10 équivalents temps plein d'écart entre les deux modes de gestion pour permettre de gérer le service. Ensuite, il y a une optimisation possible par un délégataire compte tenu de l'échelle, notamment une échelle nationale sur certaines choses, notamment son centre d'appel client, et puis sur les achats. Les centrales d'achat achètent en grande quantité, donc optimisent les achats. Et l'autre élément important, après le taux d'absentéisme, c'est l'appel différent à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on a une sous-traitance un peu plus importante chez Veolia que dans l'étude régie que l'on a menée, ce qui fait que les prestations qui sont sous-traitées, qui intègrent du personnel, quand on sous-traite, le personnel qui réalise ça pour le sous-traitant n'est pas dans les effectifs qui sont au-dessus au niveau des moyens. Voilà les éléments qui expliquent l'écart entre régie et DSP en termes de moyens humains. Sur l'organisation mise en place, sur la régie, donc il y a à la fois un centre d'accueil et un centre d'intervention. Le centre d'accueil, c'est celui qui permet d'accueillir les usagers qui peuvent venir poser une question, demander un branchement neuf, payer leur facture. Donc ce que prévoit la régie, c'est d'utiliser les locaux de PMA à Sainte-Marie jusqu'en 2022 et à partir de 2023, les locaux de Vougecourt. Concernant la DSP, donc il y a une proposition de mettre en place à terme deux centres d'accueil, un à Pont-de-Roi de Vermondans dès le début du contrat et à Montbéliard à partir de 2023. Sur le centre d'intervention, donc sur la régie, on a un centre d'intervention à Sainte-Marie jusqu'en 2022, puis Vougecourt. Donc ce sont les deux locaux qui appartiennent à PMA. Et sur la DSP, un centre d'intervention à Pont-de-Roi de Vermondans dès le début du contrat, plus Vougecourt à partir de 2023. Sur un autre point important d'engagement de délai d'intervention, Veolia s'est engagé dans son offre à intervenir sous 1 heure en cas de difficulté, apparition d'une fuite ou autre panne, quand
cette urgence, cette niveau 2 ou 3, c'est-à-dire quand il peut y avoir une difficulté, soit arrêt d'eau, soit un désordre sur la voie publique qui risque de causer un accident. Et de 2 heures s'il n'y a pas d'urgence. L'autre élément important sur la mise en place des 2 modes de gestion, c'est l'astreinte, parce qu'on a des services qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il est nécessaire qu'à tout moment, il y a des agents en astreinte qui puissent intervenir dès qu'ils sont appelés, et notamment dans le délai d'1 heure pour l'engagement qui a été pris. Et donc en 2020, il est prévu 4 agents d'astreinte en régie et 4 également en DSP. Et 2023, 14 en régie et 12 en DSP. L'écart, et notamment il y a au moins un agent d'écart entre les 2 modes de gestion, c'est que la DSP a le centre d'appel, c'est-à-dire que quand il y a une fuite, quand il y a une panne, quand il n'y a plus d'eau, les gens appellent tout de suite l'exploitant. Là, ils appelleront le centre d'appel, dont le personnel n'est pas compris dans les agents d'astreinte, mais qui est sous astreinte, dans le cas de la DSP. Alors que la régie, on doit mettre en place l'une des personnes qui est prévue au niveau de la gestion des abonnés. Donc on a une personne qui est en astreinte de façon à accueillir les appels téléphoniques en cas de panne et en dehors des heures ouvrées des bureaux. En synthèse, et j'espère que j'ai tenu la demi-heure, en synthèse, donc il faut rappeler l'objet de la démarche, et qu'a rappelé Monsieur le Président tout à l'heure, c'était d'offrir à l'ensemble des usagers de PMA un service de qualité, et je dirais au-delà du service de qualité, avec une qualité améliorée par rapport à la qualité actuelle, qui est variable, mais qui s'est globalement améliorée, donc un meilleur niveau de service qui est traduit dans le cahier des charges, au meilleur prix. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est que l'offre financière DSP est plus compétitive que celle de la régie, avec un tarif du mètre cube au niveau de la convergence, donc le tarif TTC en 2026 de 3,64 € en DSP et 3,84 € en régie. S'agissant de la gouvernance et de la transparence, on l'a vu, la régie est sous le contrôle direct des élus. Et dans la mise en place de la société dédiée et la proposition du délégataire de mettre en place un conseil d'administration associant et ouvert à des personnes nommées, désignées par PMA, plus un élu en tant qu'observateur, on a une garantie de transparence au niveau de la gestion et d'avoir pour PMA accès à l'ensemble des éléments de gestion. Et donc, s'agissant de la qualité du service à l'usager et de la qualité du service pour la gestion du patrimoine de la collectivité, donc elle sera harmonisée quel que soit le mode de gestion. C'est ce qui est prévu dans le cahier des charges, sachant que l'offre DSP, présentant par ailleurs des éléments, des engagements allant au-delà de ce cahier des charges. On a parlé du rendement de réseau, il y a aussi les éléments de primo-investissement qui permettront dès 2020, dès la fin 2020, d'avoir une mise à niveau de certains ouvrages et équipements qui permettra de les exploiter et d'avoir de l'information avec de la mise en place de télésurveillance et puis de mise aux normes de certains ouvrages qui sont aujourd'hui pas aux normes. Voilà en synthèse, Monsieur le Président. Merci, M. Harry. Eh bien voilà, les questions sont à la salle. Voilà, Denis Sommer. Alors, c'est Philippe Claudel. Alors, Philippe Claudel, après il y aura Denis Sommer, après il y aura Georges Comjean. J'ai vu quelqu'un derrière. Denis Arnoux, tu as demandé la parole? Oui, allons-y, on vous note, mais vous pourrez réintervenir après. Denis, tu avais demandé la parole, Denis Arnoux? Non? Non, parce que j'ai un côté Philippe Claudel, Denis Sommer, Georges Comjean, c'est tout là. Ah, il y avait Marie-Lune Lebrun aussi. Madame le maire d'Alondon. Jean-Pierre Roquet. Jean-Fried. Martial Bourquin. Marquis
C'est Marcel Bourquin. Oui, ça fait marquer. C'est Daniel Mornard. Nicolas Paco. Oui. Après. Bon, on y va? Allez. Philippe Claudel. Merci, Président. Écoutez, moi je suis rassuré, voire soulagé, parce que je viens de découvrir qu'une entreprise privée nous fait une proposition pour venir perdre de l'argent à notre place. Et c'est même tellement flagrant que je me demande pourquoi on aurait peut-être pu économiser le demi-million d'euros de l'étude, puisque le résultat est tellement évident, je pense qu'on aurait pu faire cette économie. En tout cas, après une telle démonstration, quel élu pourrait voter autre chose que la DSP? C'est un peu de second degré, si certains en doutaient. Merci. C'est tout? Alors, Denis Sommer. Merci, Président. Tout d'abord, un point d'ordre. Vous avez affirmé que le choix qu'on devait faire ce soir devait être un choix de responsabilité et que ce choix devait répondre aux intérêts et de nos concitoyens, des usagers et de la collectivité. Je suis d'accord avec vous. Et ceci dit, la manière dont vous avez conduit avec le cabinet cette étude ne me paraît pas du tout satisfaisante. Cette étude, elle coûte, vous l'avez dit, près d'1 million d'euros. Et moi, j'aurais un demi-million, pardonnez-moi, un demi-million d'euros. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et moi, j'aurais bien vu une étude de la manière suivante, faite de la manière suivante. Et qu'on nous dise, vous, collectivité, si vous faites le choix et que vous voulez une DSP qui marche, dans l'intérêt des usagers et de la collectivité, eh bien, voilà absolument ce que vous devez faire. Quels sont les points importants que vous devez négocier pour préserver les intérêts de la collectivité et avoir un service de grande qualité. Si vous faites le choix de la régie, voilà les décisions que vous devez prendre pour que ça marche et que la régie réponde aux exigences de nos concitoyens et aux intérêts de la collectivité. Ce n'est pas la démonstration qui nous est faite. La démonstration qui nous est faite, c'est celle de l'idéal contre l'impossible. Et ça, je pense que ce n'est pas acceptable. Pour une raison simple, c'est qu'en mettant en place une régie sur un nombre extrêmement réduit de communes, avant de passer à 72 à partir de 2023, parce que c'est ça la réalité. Si nous faisions le choix de la régie deviendrait une grande régie à partir de 2023 et à l'échelle des 72 communes. Mais pour le moment, la régie, elle se résume à un certain nombre de communes qui sont relativement limitées. Mais par contre, le niveau des investissements, il est maximum. Résultat des courses, on emprunte 5,5 millions pour financer ces investissements, dont on peut discuter quand même de l'opportunité. On n'a pas eu véritablement de débat sur le sujet. Et avec une dotation de départ de 800 000 euros, dont on peut aussi discuter de son volume. Vous nous aviez expliqué lors du forum que 800 000 euros, c'était 25% en gros du chiffre d'affaires et que ça pouvait être une jauge normale. Mais je crois que si la collectivité fait le choix de la régie, elle doit aussi fournir à la régie les moyens au départ de pouvoir réussir son travail sans pour autant augmenter le prix de l'eau de manière aussi impossible, aussi exagérée. Ce n'est pas envisageable. Et je pense que la responsabilité d'un bureau d'études comme le vôtre, qui a une longue expertise, ça aurait été de nous dire si vous faites le choix de la régie, la solution la plus intelligente, c'est peut-être de déléguer
de prendre la compétence, de déléguer aux communes qui sont en régie, pour ceux ou aux syndicats, comme d'ailleurs c'est débattu à l'Assemblée et au Sénat, et la CMP vient de confirmer cette possibilité-là, et puis pour les communes dont la DSP s'arrêtera d'ici 2023, de négocier un prolongement de la DSP pour faire le joint avec 2023, et c'est à ce moment-là que vous mettrez en place la régie. Vous auriez pu nous dire cela, mais ce n'est pas cela que vous avez fait. Et encore une fois, moi j'ai vraiment au travers de la gorge la présentation que vous nous avez faite lors du forum, je dis bien l'impossible et le monde idéal avec à vos côtés Veolia. Et j'ai eu très sincèrement l'impression que, en réalité, votre choix était fait à l'avance, qu'il correspondait peut-être aussi à une commande, et que, à partir de là, le débat ne pouvait pas se faire dans des bonnes conditions. Donc, voilà mon sentiment. Le président a été assez critique dans son avant-propos. J'ai compris qu'on se parlait franchement. Eh bien, je vous dis franchement ce que je pense. Sur les arguments qui ont été évoqués lors du débat, la question de la continuité du service. Si on refuse la DSP, eh bien, on est en panne, il n'y a pas de continuité du service. Si, il peut y avoir continuité du service, à condition qu'on fasse ce que je viens de dire, c'est-à-dire avoir que la collectivité, l'agglo, décide par délégation de confier la mission de la gestion de l'eau ou aux communes, aux syndicats, etc., comme je viens de l'expliquer. Donc il y a continuité des services, ça ne pose aucun problème. Pour dire aussi la difficulté quand même, et les difficultés qu'on peut avoir à vous croire, les 5,5 millions dont vous pensez qu'il faut absolument emprunter pour fonctionner, vous y affectez un taux d'intérêt de 2,76%. 2,76%, c'est beaucoup de frais financiers. Les frais financiers, on les retrouve au compte des résultats, au compte de charges. Et c'est alors qu'on emprunte aujourd'hui à des taux qui sont considérablement plus bas. Pas le de 1%, pas 2,76%. Pas de 76, ça n'existe pas. Voire même, parce que nous nous sommes renseignés quand même auprès d'un certain nombre de collectivités, on emprunte à 0,6. 0,6. 2,76. Enfin, vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas les taux qui se pratiquent aujourd'hui sur le marché. Et quand vous décidez 2,76, vous le faites à dessein. En plus, il y a un vrai problème. On peut discuter du volume des investissements qui correspondent aux 5,5 millions. Mais on peut discuter aussi, on peut mettre en avant les capacités humaines qui existent aujourd'hui dans l'agglomération et qui sont en situation d'accompagner cette transition sur 2020, 2021 et 2022 si on agit par délégation aux communes ou aux syndicats. Vous voyez, et ça, ce n'est abordé nulle part dans le débat. Et qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'économie? Ce n'est abordé nulle part. C'est juste abordé un peu comme le supplément d'âme à la fin d'une présentation. Il y a possibilité de mutualiser. Moi, je regarde, et on s'est renseigné auprès notamment de la Fédération des régies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que la ville de Paris et la ville de Nice se sont mis d'accord pour faire des commandes en commun, et notamment sur l'achat des compteurs, et ont permis de baisser considérablement les prix. On peut être dans cette logique-là, parce qu'on sait que la fédération est en train de travailler sur... Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de faire un choix entre Veolia et la régie. Ce n'est pas ça que je dis. Mais que pour notre intelligence collective, pour notre compréhension collective, c'est tous des éléments du débat qu'il fallait nous livrer, nous chiffrer, et qu'on puisse avoir une analyse précise de la situation. Voilà, et ça, très sincèrement, moi, la façon dont les choses ont été conduites, ça ne me convient pas. Encore deux, trois petites choses. On nous dit, on nous propose des prix avec... à l'origine du contrat. On ne nous parle jamais des formules d'indexation inflationniste. Quand on regarde ces dernières années, c'est
les augmentations, c'est plus 30% par rapport à l'inflation, au-dessus de l'inflation. Et là, dans l'accord, il y a un texte, enfin, il y a un article qui dit que ce côté inflationniste, il va être limité parce qu'on ne pourra pas être plus 15% 2 années de suite au-delà de l'inflation. Je fais confiance au délégataire, hein, il va trouver la solution pour que ça ne se passe pas. Mais sur l'ensemble de la délégation, du temps de délégation, il trouvera les moyens de le faire. Ça coûte extrêmement cher. Et cela, on n'en parle jamais. La redevance eau pluviale, ça coûte 3,8 millions. 3,8 millions. On a travaillé avec d'autres régies, à partir y compris des bordereaux de prix qu'on connaissait. On l'a chiffré à 1,5 million, grosso modo, par rapport aux kilomètres de réseau que nous avons sur le territoire. Ce n'est pas moi qui fais les calculs, hein. Ce sont des ingénieurs spécialisés à la fédération. Eh bien, 1,5 million, 3,8 millions, faites la différence. Eh bien, sur le temps de la délégation, ça fait quelque chose comme 21 millions, c'est-à-dire une fois et demie le conservatoire. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas soumises vraiment au débat et qui ne nous permettent pas d'aborder les choses dans des bonnes conditions. Et puis, il y a la question des options. On n'en a pas parlé. Des options, il y en a au moins 2. Il y a la question de l'usine, pas de l'usine, mais de la centrale biogaz, qui doit coûter quelque chose comme 534 000 €. Et puis, la question de la télé-relève, autour de 6,4 millions. Mais c'est des bombes à retardement. On s'est renseigné sur la télé-relève. On s'est renseigné à Nice, à Besançon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit ça ne marche pas. Surtout, n'investissez pas dans tout ça. C'est de l'argent fichu en l'air. Et en plus, vous vous mettez en risque parce qu'à la fin de la DSP, eh bien, vous allez être obligé de racheter à 40% de VNC, de valeur nette comptable, les investissements qui ont été faits. Faites les comptes, 42% sur 6,4 millions, regardez le chèque qu'on fait à la fin de la DSP. C'est abordé où, ça? Nulle part. L'utilité même de l'investissement. Et vous ne croyez pas qu'on aurait meilleur temps d'investir dans nos réseaux, dont on sait qu'ils sont dans un mauvais état, dans bien des cas. Il y a on a fait des choses, là, dans la dernière période. On a demandé aux particuliers de se mettre aux normes pour voilà. Et c'est quoi le résultat des courses? Les particuliers se sont mis aux normes, mais ce qui arrive à la station d'épuration, eh ben, c'est exactement les mêmes volumes. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on a un réseau pour une part qui est pourri, et qu'entre l'habitation et la station d'épuration, ben, il y a plein d'eau sale qui sont parties dans la nature. C'est ça la réalité de notre territoire. Croyez pas qu'on a meilleur temps de dire ben, on met le paquet sur nos réseaux, parce que c'est ça l'urgence. Ben voilà, moi je pourrais prendre encore d'autres exemples. S'il faut, on y reviendra encore dans la discussion. Un dernier point qui me gêne profondément. La DSP, avant de rediscuter d'une prolongation, d'un élargissement de la DSP, il eût été intelligent, malin, de dire, ben voilà, on s'appuie dans la négociation avec Veolia sur les conclusions de la commission de contrôle financier qu'a évalué la DSP au cours de ces dernières années et qui nous a permis d'identifier un certain nombre de difficultés et de négocier fortement avec le futur délégataire. Mais sur quoi on va s'appuyer? La commission de contrôle financier, eh ben, en réalité, elle n'a jamais rien contrôlé. Voilà. En tout cas, elle n'a jamais rien contrôlé. J'ai demandé au président qui m'envoie les comptes rendus détaillés de ces... il ne m'a rien envoyé parce que je pense qu'elle ne s'est pas réunie. Monsieur le député, est-ce que je peux répondre? Voilà. Est-ce que je peux répondre sur ces premières interventions? Et j'en aurais terminé. Il me reste un point. Et je pense qu'il est fondamental. Il est fondamental, y compris dans l'intérêt de l'agglo. Si vraiment les collègues disent ben, on veut une DSP, mais c'est en 2023 qu'il faut la rediscuter. Quand il s'agira d'une DSP à 72 communes. Mais il ne faut surtout pas se lier maintenant. Surtout pas se lier maintenant. Parce que notre pouvoir de délégation en 2023, il sera bien plus fort. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas le faire maintenant. Dans les deux cas, dans tous les cas, il ne faut pas faire le choix qui nous est proposé.
Il ne faut pas faire ce choix-là. Ce n'est pas l'intérêt de nos concitoyens. Ce n'est pas l'intérêt de la collectivité. Alors, prenons le temps, organisons la délégation dans nos communes, gérons ces 2 années-là pour préparer la bonne solution pour nos concitoyens et pour la collectivité. Monsieur le député, vous avancez quand même quelques contre-vérités, voire des choses qui ne collent pas. Évidemment, vous attaquez la méthode. Mais oui, monsieur le député, vous attaquez la méthode. Dès le départ, vous dites que vous avez choisi un bureau d'études, on va le redonner, qui va nous parler des finances après. Mais vous attaquez la méthode. Je vous rappelle qu'ici, dans ces conseils de communauté, nous avons pris 2 fois des délibérations à la presque unanimité, une fois -1 et une fois à l'unanimité, sur la façon de procéder, sur la façon de faire. Aujourd'hui, vous remettez ça en cause. Mais évidemment, monsieur le député, vous n'étiez pas là. Je regarde vos absences. En 2018, vous avez été absent à 4 conseils. Mais si, vos absences en bureau. Alors arrêtez en 2018, Monsieur le Président, en 2018, j'ai été rapporteur à l'Assemblée nationale. Je vous ai écrit, je vous ai dit, j'ai des problèmes de présence parce que je suis rapporteur à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui me mobilisait énormément. Je vous l'ai écrit pour vous préciser et je vous ai même demandé de me supprimer mes indemnités. Mais arrêtez de donner des leçons et de faire des reproches aux gens qui ont travaillé depuis 2 ans et qui ont été mis en place ici, dans cette Assemblée. Tous ceux qui ont voulu participer ont participé sur la conduite de ceci. Après, vous nous dites des contre-vérités. Vous nous parlez des délégations aux syndicats. Vous devriez savoir, monsieur le député, qu'au 1er janvier 2020, les syndicats sont dissous. Vous le savez, ça? Ben si, c'est vrai. Non. Alors on va y revenir. On va y revenir. Attendez. Si cette commission paritaire, qui a tardé à se mettre en place, c'était pas mis hier, on aurait fait quoi pour assurer le service public à partir du 1er janvier 2020 si nous n'avions pas été prêts à l'assurer? Et cette fameuse commission mixte paritaire qui s'est réunie hier, il faudra que, sur ces préconisations, la loi, comme il était prévu, puisse redonner une délégation, que l'on redonne une délégation aujourd'hui. Aujourd'hui, les communes passent leur délégation à l'agglo. Et l'agglo, si la commission, si la loi est là, eh bien, si des communes veulent reprendre leurs compétences, mais qu'elles la prennent, il suffira qu'elles la demandent, mais j'en sais rien, quelles sont les conditions? Il faudra voir quelles sont les conditions. Aujourd'hui, la commission s'est réunie, Martial, je suis d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas la loi, mais si les communes veulent repartir comme elles étaient avant, si c'est ce que demande mais il n'y a pas de problème, faites-le donc. Mais là, je vais simplement laisser la parole à des gens qui sont concernés. Là. Pierre-Aimé, toi, tu es prêt? Si la commission dit, écoutez, il faut les communes qui le veulent, vous reprenez, il y aura une délégation de compétences. À Longevelle, tu dis, OK, moi je demande ma délégation de compétences. Non, moi je vais répondre, mais bon, je voulais quand même déjà préciser que, puisqu'on entend des débats, mais dans tous ces courriers, ces derniers jours ou les débats qu'on a là, moi j'entends pas beaucoup parler de l'usager, de nos habitants, de la qualité du service. Quand j'entends que c'est pas dans l'intérêt de nos concitoyens, je dis c'est faux. Si on fait le choix de la DSP, c'est bien dans l'intérêt de nos concitoyens, parce que aujourd'hui les tarifs sont pratiquement en baisse dans presque toutes les communes. Donc moi je connais bien l'eau parce que il y a pas mal de personnes qui parlent de l'eau mais qui sont aujourd'hui en DSP, ils ne connaissent pas du tout l'eau. Moi j'ai été en régie depuis 2004. Avant on était en DSP dans ma commune, on est passé en régie, ça se passe bien, une petite régie pour une commune de 700 habitants. C'est pas la même chose une régie pour une agglo de 140 000 habitants. Donc moi l'eau on l'a
on la connaît très bien. Je connais son fonctionnement, ses équipements. Mais quand je vois le prix aujourd'hui de la DSP, franchement, il faut être vraiment irresponsable. Moi, j'emploie ce terme pour dire, non, il faut dire non à la DSP, quoi. Bien, alors, on va continuer sur cette réponse. Je vais passer la parole à M. Harry, qui va nous répondre sur les interrogations du député. Merci. J'ai noté 10 points. J'ai peut-être pas tout à fait tout noté, mais 10 points. Le premier, qui n'était pas dans l'ordre, mais vous parlez de l'impossibilité, de la comparaison entre un monde idéal et un monde impossible. C'est un élément qui a été travaillé pendant plusieurs mois. Donc on ne peut pas dire qu'on arrive là, qu'il n'y a pas eu de concertation, etc. Et vous remettez en cause finalement le choix que vous allez faire au motif qu'on ne serait pas indépendant. Je pense que là derrière, alors, nous on est totalement indépendants, on n'a aucun intérêt. C'est choquant que ce soit quelqu'un. C'est choquant. Non, laisse la parole à chacun. C'est une assemblée d'élus ici. Tout à fait. Un point, c'est tout. Tu reviens. Que le président donne son avis, mais que vous répondiez de cette façon à un parlementaire, ça me choque. Pas du tout. J'ai donné la parole à notre assistance maîtrise d'ouvrage et c'est dans mon droit. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Harry, vous êtes notre assistant maîtrise d'ouvrage et c'est totalement prévu dans notre règlement intérieur que tu devrais consulter. Il ne fait pas d'intervention. Il ne refait pas d'intervention politique, monsieur Harry. Il dit les choses. C'est pas politique. Non. Réponse aux interrogations. Je vous redonne la parole. Merci. Le deuxième point concernant la défense des intérêts de la collectivité dans le cadre d'un contrat de DSP, c'est ce qui a été fait dans le cadre du cahier des charges. On a un cahier des charges qui défend les intérêts de la collectivité et une phase de négociation qui a eu lieu. Donc on vous a assisté pour bâtir un cahier des charges défendant les intérêts de la collectivité et pour négocier les offres. Et concernant la régie, on a effectivement une étude régie qui dit comment faire, comment mettre en place la régie, quel est son planning. Si. On peut laisser s'exprimer. Oui, mais j'ai une assistante. Si on a un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, non. C'est écrit dans notre règlement intérieur. Monsieur Harry. Sur les éléments d'hypothèse, et notamment celui du taux d'intérêt pour les investissements de la régie, c'est un élément d'hypothèse qui a été validé avec PAEMA. Ce n'est pas nous qui imposons ce taux. Donc il y a de nombreuses hypothèses qui ont été validées avec les services, avec les élus de PMA. On n'impose rien. On est bien dans une validation d'hypothèses qui permet de bâtir les éléments. Sur, vous disiez, les possibilités de régie de travailler ensemble, c'est ce qu'on a proposé dans le cadre de travail entre régies. Notamment, on avait cité Besançon et Belfort, voire de faire appel à l'UGAP en termes d'achat. Donc je pense que par rapport à ça, on a apporté les éléments de réponse. Effectivement, dans la synthèse en une demi-heure, on ne peut pas tout restituer. Voilà. Merci. Patrick Folly. Merci, Président. Chers collègues, je voudrais, par mon propos, tenter de recentrer le débat qui nous anime ce soir, car beaucoup de choses ont été dites, écrites, et même relayées par la presse. Mais on oublie peut-être l'essentiel. Au 1er janvier 2020, la loi Notré va transférer les compétences eau et assainissement à l'agglomération et de facto enlever aux communes membres la gestion de ces compétences. Les communes qui ne sont pas couvertes par une délégation de service public, soit aujourd'hui 33 communes, puis ensuite très rapidement 42 communes, n'auront plus aucune latitude pour gérer l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées sur leur territoire communal. Tout comme moi, vous n'avez rien demandé. Et ce transfert, pour certains, nous le supportons contre notre gré, mais la loi, elle va s'appliquer. On peut regretter que le législateur n'ait pas eu la bonne idée de transférer ses compétences sur des périmètres stabilisés sur lesquels le choix d'un mode de gestion impacterait l'ensemble de la population et non pas une partie seulement. Une convention avec l'agglomération va permettre à ces communes pendant 2 mois, soit jusqu'au 1er mars 2020, de traiter les affaires courantes en collaboration avec les services de PMA. Mais on voit bien là les limites de cette convention. Au 1er mars 2020, qu'adviendra-t-il ?
Par délibération en mars 2018, on a approuvé le lancement des démarches nous permettant un mode de gestion des services publics eau et assainissement à l'horizon 2020. L'étude comparative qui a été réalisée entre une gestion en délégation de services publics et une gestion en régie a été présentée. Elle a été rendue publique lors du séminaire du 16 novembre. Remettre en cause cette étude en sous-entendant qu'elle a été manipulée, c'est faire injure aux membres du comité de pilotage stratégique qui a travaillé sur ce sujet depuis de longs mois. Ces affirmations ne servent en fait qu'à jeter le trouble sur toutes les décisions prises dans cette agglomération, à fragiliser l'exécutif et son président. Que faut-il retenir de cette étude ? La création d'une régie et son dimensionnement pour les seules 33 communes, au regard du faible volume d'eau concerné et de la population ciblée, fixe un tarif des services eau et assainissement à 3,91 € hors taxe le mètre cube pour la seule part exploitation, ce qui induit pour la plupart des habitants de ces communes une augmentation de 2 € par mètre cube en moyenne, uniquement en exploitation. La gestion en DSP présente un tarif moyen d'1,73 € hors taxe, soit 2,18 € d'écart avec la régie. Dans cet hémicycle, vous êtes nombreux à être couverts par une DSP jusqu'en 2023. Et pour vous, le tarif actuel vous est garanti jusqu'à cette date, de plus pour un tarif avantageux par rapport aux 2 tarifs proposés, que ce soit en régie ou en DSP. Maintenant, j'entends les propositions qui consistent à repousser le choix du mode de gestion après les élections de mars 2020, au motif que les nouveaux élus auront la responsabilité d'une décision qui va s'appliquer durant la nouvelle mandature. Je vois surtout que ces propositions émanent de ceux qui sont bien au chaud couverts par une DSP et que de toute façon rien ne changera pour eux. Les nouveaux élus auront-ils une vision plus éclairée que les élus actuels sur ce sujet ? Après 2 années d'études, de travaux en commission, de présentations en bureau, en séminaire, je pense que les élus actuels sont en mesure de pouvoir choisir. Pour ma part, je n'ai pas l'habitude de passer la patate chaude aux successeurs. De plus, les nouveaux élus vont se retrancher derrière leur méconnaissance du dossier et demanderont de reporter encore ce choix. Mais pendant tout ce temps-là, comment feront les 42 communes ? Plus de budget annexe, car plus de compétences exercées. Quid des constructions neuves et des demandes de raccordement ? Quid des constructions de réseaux en vue d'urbanisation de nos territoires ? Quid des réparations des réseaux en cas de fuite ? Aujourd'hui, les services de PMA ne sont pas dimensionnés pour répondre à ces besoins. J'en finirai là de mon intervention et je souhaite que chacun, en son âme et conscience, prenne la bonne décision. En rappelant toutefois qu'un fonctionnement en régie implique chaque année de présenter des budgets équilibrés sans subvention et que l'eau payera l'eau. Alors attention aux augmentations de tarifs, alors que la DSP nous assure un tarif constant sur la durée. Pour ma part, et pour les habitants de Lougre, je voterai la DSP, non pas par idéologie ou par dogmatisme, mais parce que c'est le meilleur choix pour eux. Et je ne me vois pas leur imposer une augmentation de plus de 2 € du mètre cube, alors que les Lougrois ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour avoir aujourd'hui un tarif supérieur au tarif moyen fixé par la DSP. Merci. Merci. Jean-Jacques Carillon. Merci Charles. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais toutefois remercier les services pour le transfert de documents par informatique à la mairie de Mandeure. Les remercier pour leur diligence et leur démarche afin que j'obtienne les documents nécessaires en temps utile pour le conseil de ce soir. Encore merci à eux pour cette charge de travail supplémentaire. Monsieur le Président, chers collègues, une documentation très abondante où au premier abord la DSP s'avère plus intéressante que la régie. Avec 33 tarifs différents coexistent pour les 72 communes que compose l'Agro, après avoir siphonné 43 communes, qui sont soit en régie, soit en syndicat des eaux, soit en DSP. De plus, on mélange les tarifs. Tarif moyen, tarif hors taxe, tarif toutes taxes comprises, tarif hors exploitation, tarif exploitation. Pas facile de s'y retrouver. On voudrait noyer le poisson dans l'eau, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Ce qui intéresse les usagers en premier lieu, c'est le prix réel, tout compris, qui est sur leur facture d'eau et qu'ils devront acquitter. On nous annonce, page 7, DSP actuelle 2,63,
DSP en 2023, 2,45. En ajoutant la part hors exploitation et les taxes, le tarif global pour l'usager s'élèverait en 2020 pour la DSP à 3,79 toutes taxes comprises et à 6,14 toutes taxes comprises pour la régie, soit une différence de 2,35 €. Ça fait froid dans le dos. Un véritable plaidoyer en faveur de la régie où on la présente avec un écart avantageux très important en sa faveur. Mais page 14, au chapitre Simulation, tarif global 2026, année de convergence, l'écart n'est plus que de 20 centimes. Tiens donc, DSP 3,64, régie 3,84. Par contre, à la page 11, pour l'année de convergence, on lit tarif DSP 2026 2,45, tarif régie 2026 2,63, une différence de 18 centimes. Toujours page 14 du rapport comparatif, on lit tarif PMA 29, premier trimestre 2019, 3,67 le mètre cube. Alors j'ai pris mes factures d'eau. Le 22 août 2019, c'était 3,42 le mètre cube. Le 22 août 2018, c'était 3,37 le mètre cube. L'eau a pris 5 centimes en un an. Un principe annoncé, page 5, ne pas augmenter les tarifs en 2020. Mais après, quant au graphique, aux annexes 7, une courbe linéaire pour 10 ans, ça fait rêver. Après s'être noyé dans les chiffres, toujours au sujet de la politique tarifaire, contrairement aux autres DSP, le prix de l'eau n'est pas d'abord proposé par Veolia et n'est pas soumis au vote des élus qui devraient statuer. Veolia imposera-t-elle son prix ou fera-t-elle des propositions aux élus qui en débattront? Sur les aspects de gouvernance et de transparence, au sujet des différentes commissions, telle la commission de contrôle financier, on a l'expérience. On a vu comment ça fonctionnait dans la mandature différence. On a vu comment Veolia faisait obstruction en n'ouvrant pas le grand livre et en ne recevant pas les experts dûment désignés et assermentés. Un plus toutefois offert par Veolia est la création spécifique d'une société dédiée dotée de moyens financiers et humains offrant un apport de capitaux et finançant la gestion des risques et périls qui seraient apportés par l'emprunt qu'il faudra rembourser par la répercussion sur le prix de l'eau. Page 3, 9, 3, ce n'est pas des dons. Veolia fait des propositions alléchantes allant au-delà des cahiers des charges présentés par PMA. Veolia offre apparemment quelques concessions pour obtenir le marché, mais une fois obtenu le marché, le prix du mètre cube d'eau flambe. 26 années d'expérience nous le prouvent, passant de 1,83 € en 1993 pour arriver à 3,42 € en 2019, avec toutefois une stabilité durant 3 ans, en réaction à l'association des usagers de l'eau, mais cela se faisant au détriment de la redevance d'investissement communautaire, pénalisant l'équilibre du budget de la communauté d'agglo, ou alors lors de la baisse de 23 centimes du mètre cube d'eau. En réalité, que 9 centimes seulement, puisque Veolia a répercuté cette baisse en augmentant le prix de l'abonnement et la location du compteur. Ils ne sont pas à court d'idées pour arriver à leur fin. Ces compteurs que l'on retrouve au chapitre 2.2.13, renouvellement et page 14, options activables télé-relève. Lors de la commission consultative des services publics locaux, ce lundi 9 décembre, il a été relevé par M. François Lachambre que cette option correspond à un investissement de 6,66 millions d'euros financé sur 15 ans par une majoration de 19 € sur la facture des 45 000 abonnés. Ce qui représente 12,8 millions dont il faut déduire une remise de 5 centimes par mètre cube d'eau sur 15 ans, soit 4 millions 42. Donc cette option serait financée par les abonnés à hauteur de 8 millions 38, soit un bonus de 1 million 72 pour Veolia. Il serait particulièrement intéressant et nécessaire que ce rapport, pour information et réflexion à une bonne compréhension du choix de ce soir, important au demeurant, figure dans le dossier et soit communiqué aux élus afin d'éclairer la réflexion de ceux-ci.
Et je ne parlerai pas en détail des différents cabinets d'experts et de sociétés se présentant indépendantes depuis 2003, certes, mais historiquement proches de Veolia, avec même école de pensée, même formation, même démarche. En somme, ces cabinets sont à Veolia ce que la Loue est au Doubs, une résurgence. Ce n'est pas la même goutte, mais c'est de la même eau. L'eau, qui n'est pas une marchandise comme les autres, c'est un patrimoine commun de l'humanité. De par sa nature, l'eau ne peut être soumise à ce qui s'applique aux biens marchands, dans le cadre incontestable dit de la loi du marché dont les mécanismes exigent la concurrence. Ce principe fondamental doit être affirmé et je le réaffirme ce soir. Depuis juillet 92, le service public de l'eau et de l'assainissement du district urbain du Pays de Montbéliard a été privatisé et vendu à la CGE, avec effet au 1er janvier 93. De ce fait, des élus politiques ont confié à des mains d'intérêt privé un bien commun essentiel à la vie. Ainsi, une entreprise va agir en fonction des profits à réaliser et à des actionnaires à satisfaire qui exigeront un retour sur investissement. Il en est ainsi des fonds apportés par la société dédiée par les actionnaires de la maison mère. Ce ne sont pas des dons. Ils seront, pour être remboursés par la suite, répercutés sur le prix de l'eau, comme l'ont été les 23 millions d'euros versés pour l'obtention du marché en 92. Au contraire, bien public, l'eau ne peut pas faire l'objet d'une appropriation privée. Je me prononcerai donc pour une maîtrise publique de la gestion de l'eau et de l'assainissement, laquelle, elle seule, est une garantie du service rendu aux usagers et à la pérennité du service public par une maîtrise de l'eau et des tarifs pratiqués, tout en renforçant le rôle des élus. Usagers, plusieurs fois utilisé ce terme d'usager a sonné à mes oreilles. D'habitude, c'est consommateurs, clients qui sont employés. J'ai apprécié le vocabulaire. Ce soir, c'est la loi du nombre, pas celle de la raison, qui déterminera le choix. Un choix qui sera effectif au premier trimestre 2020. En somme, ce soir, nous déciderons pour que d'autres aient la charge d'assumer le choix de notre vote. Ardent défenseur du service public, je me prononcerai pour la régie, pas par dogme, mais par conviction. Et ce sont mes convictions. Je les assume et je les défends. Comme disait Jean Ferrat, je persiste et je signe. Merci. Bon, alors si on se met à applaudir sur chacune des interventions, ça ne sera pas 5 heures, ça sera... C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'était Jean Ferrat, d'accord.